Alors, merci, je suis très content d'être là ce soir parce que la dernière fois que j'ai essayé de venir, malheureusement, il n'y avait plus aucun transport disponible pour parvenir à Châlons. Je suis très content d'être à Châlons aussi parce que c'est la première fois que je viens dans cette ville. Je suis toujours heureux de découvrir de nouveaux endroits. Alors, ce que je vais évoquer aujourd'hui, c'est d'essayer, comme ça a été déjà dit tout à l'heure, de montrer l'importance du sens du travail, mais aussi essayer de creuser un petit peu plus, de dire qu'est-ce que c'est qu'un travail qui a du sens, et pourquoi les gens peuvent être heureux et fiers de leur travail dans certains cas, et à d'autres moments sont au contraire malheureux et n'arrivent pas à trouver du sens dans leur travail. Alors, c'est pour ça que j'ai abordé cette question à travers la notion de qualité de vie au travail, qui bien souvent est comprise de façon un peu restrictive. Et quand on regarde nombre d'accords, mais aussi lors de rencontres que j'ai pu faire dans d'interventions plus anciennes autour de la qualité de vie au travail, quand la loi a été votée, quand l'accord plutôt a été signé, m'ont montré que parfois nos entreprises ne savaient pas trop quoi faire avec cette notion-là et que du coup on en arrivait à agir plus sur la périphérie du travail, sur l'environnement du travail que sur le travail lui-même. C'est-à-dire qu'on proposait des séances de relaxation, de massage, de soutien psychologique par téléphone, souvent avec un numéro vert, parfois un ensemble de services qui aident au quotidien les salariés dans leur vie de tous les jours, mais qui n'ont pas un lien direct avec le travail. On parle aussi parfois de chartes sur les relations sociales, le management plus convivial, plus poli. Ça va jusqu'à, dans certains cas, à l'extrême, d'embaucher un chief happiness officer pour créer un ensemble de convivialité et de joie dans le travail. Mais là, encore une fois, on ne touche pas au travail. Et c'est, à mon avis, quelque chose qui est tout à fait problématique parce que les gens passent une part importante de leur temps à travailler et forcément, ils investissent une part d'eux-mêmes, ils construisent leur identité et cherchent à développer des valeurs qui sont importantes à leurs yeux à travers le travail. Donc c'est aussi ce que j'essaie de montrer aujourd'hui, c'est que la qualité de vie au travail, c'est d'abord de pouvoir faire un travail de qualité, en tout cas un travail dont on peut être fier. Donc c'est ce que je vais essayer de creuser, hein. Qu'est-ce que ça veut dire de faire un beau travail aux yeux des gens. Alors, quand on interroge, j'ai travaillé sur un grand nombre de métiers très différents qui vont du monde de l'industrie jusqu'au monde des services, des arts, la fonction publique, le secteur privé, des entreprises de différentes tailles. J'ai eu l'occasion, j'en parlerai à la fin de mon exposé, de faire un travail d'enquête avec une doctorante sur le stress dans les TPE, donc moins de 10 salariés, et ce qui nous a amené aussi à aborder des modes de gestion des difficultés et de prévention des risques psychosociaux assez différents peut-être de ce qu'on trouve dans les grandes entreprises, mais qui sont néanmoins intéressants à étudier, qui sont parfois des sources d'inspiration ou des leçons à tirer, peut-être aussi pour comprendre ce qui se fait dans les plus grosses entreprises. Alors quand on interroge les gens, effectivement, d'abord on travaille pour gagner sa vie, mais on travaille rarement que pour gagner sa vie, parce que, encore une fois, on passe beaucoup de temps au travail, et on y investit beaucoup d'efforts, beaucoup de soins, on sacrifie aussi une partie de sa vie personnelle pour son travail, et donc on a aussi envie de retirer autre chose que simplement un statut ou un salaire. Et quand on interroge les personnes de tous les milieux professionnels différents, il en ressort deux grandes dimensions à cet intérêt pour le travail, cette idée d'un travail qui est agréable ou de qualité ou intéressant, c'est par l'ambiance de travail, d'avoir des bonnes relations avec ses collègues, d'appartenir à un collectif, aussi parfois de plaisanter, de pouvoir s'amuser un petit peu dans le travail. Et l'autre grande dimension, c'est le sentiment de faire un travail de qualité, qui est utile, qui est reconnu et qui a du sens. Alors ces deux dimensions sont en fait largement interdépendantes. C'est-à-dire qu'on peut effectivement avoir l'une sans l'autre, et souvent les deux sont complémentaires parce qu'elles se renforcent. L'environnement de travail est d'autant plus stimulante qu'on rencontre dans son activité des gens qui partagent le même intérêt pour telle activité ou pour telle passion dans l'accomplissement de son travail. Donc, c'est ce que les sociologues et les ergonomes résument souvent par l'idée de beau travail qu'on retrouve dans des secteurs extrêmement différents. Alors, je vais illustrer cette notion de beau travail parce qu'un beau travail n'est pas quelque chose qui est donné en soi. Il n'y a pas une définition a priori du beau travail, c'est toujours quelque chose qui va être défini localement par les salariés, par les hiérarchies de proximité et qui contribue justement à cette construction d'un sens positif au travail. Alors, je vais prendre un exemple qui peut-être parler à certains ici dans la région.
et qui, à mon avis, est tout à fait intéressant. C'est issu d'un travail d'un doctorant qui a fait sa thèse il y a quelques années avec moi et qui a une longue expérience, parce que dès qu'il a été étudiant, il a travaillé comme préparateur de commandes dans des entrepôts logistiques dans l'ouest de la France. Et il a ensuite décidé de faire sa thèse sur le travail des entrepôts logistiques, une très belle thèse qui devrait être publiée en livre bientôt et qui permet de voir que même dans un métier qui peut sembler a priori relativement modeste, qui peut sembler aussi assez répétitif, il y a cette idée de beau travail. Alors, ce beau travail, il était résumé par les personnes qui travaillent en entrepôt logistique, notamment avant la mise en place de la commande vocale dont je vous parlerai tout à l'heure, par l'idée, je résume un petit peu pour simplifier, de faire une belle palette. Une palette, c'est on rassemble sur une palette un ensemble de produits qui sont destinés à être envoyés dans les supermarchés pour être mis en rayon et vendus. Et donc, avant la mise en place de la commande vocale, les préparateurs de commandes avaient donc un chariot élévateur et puis une palette qu'ils devaient constituer. Ils avaient un listing qui leur permettait de savoir qu'est-ce qu'ils devaient mettre sur la palette et la constituer le plus vite possible, mais en essayant de faire une belle palette. Alors, une belle palette, c'était quoi? Une belle palette, c'était d'abord une belle palette qui a une utilité sociale, qui facilite aussi ou qui ne gêne pas le travail des autres. Le travail du transporteur, si la palette est un peu tordue, elle va avoir du mal à entrer dans le camion. Par ailleurs, si on met mal les produits dedans, si on met les céréales en bas et les boîtes de conserve en haut, pour prendre un exemple trivial, les boîtes de céréales vont être abîmées et le chef de rayon qui va les mettre dans le magasin aura du mal à les vendre. Donc ça va aussi gêner le travail du chef de rayon. Donc il y a une dimension sociale, on a une utilité, on pense effectivement à l'ensemble des personnes qui sont sur cette fameuse chaîne logistique et qui vont gérer au fur et à mesure des différentes étapes les produits jusqu'à la vente aux consommateurs. Mais il y a aussi une dimension esthétique, hein, on le voit dans le mot belle palette. Hein, et certains comparaient cette belle palette à une cathédrale. C'est impressionnant, c'est grand, c'est droit, c'est massif. Et donc il y a cette dimension esthétique et qui est partagée par les collègues, appréciée par ceux qui connaissent bien le travail et qui savent ce que ça représente que de faire une belle palette. Il y a aussi, je l'ai évoqué tout à l'heure, une dimension ludique, c'est-à-dire être capable d'accélérer le rythme parfois, de se donner une sorte de défi ou de challenge. Certains comparaient aux jeux de Tetris. Les jeux vidéo sont aussi très fédérateurs dans les équipes. Parfois, les équipes qui travaillent ensemble dans un entrepôt ont aussi des loisirs communs autour de jeux en ligne, des choses comme ça. Et donc, on retrouve ce type de référence. Donc, on voit que cette notion de beau travail, elle est à la fois soumise à l'évaluation des collègues, de ceux qui connaissent l'activité que vous pratiquez, mais aussi à l'idée que l'on peut se faire de l'utilité future du travail. Alors, malheureusement, dans beaucoup d'entrepôts, la mise en place de la commande vocale qui a pour objectif de diriger la façon dont le préparateur de commande va préparer sa palette, en lui demandant d'aller chercher tant d'unités dans les différentes rangées et en lui demandant à chaque fois, avec un code détrompeur, de bien confirmer au programme qu'il a rempli sa palette, avec l'impossibilité souvent de parler aux autres, puisqu'on a un micro pour dire ce qu'on a fait, et si on dit bonjour à son voisin, on peut avoir un message du type message d'erreur ou non compris, veuillez répéter. Donc évidemment, les gens finissent par ne plus trop parler entre eux. Et il y a effectivement un gain pour l'enseigne qui est un gain en termes de productivité, hein, qui est chiffré d'après les enseignes à 20 à 30% de productivité en plus, mais aussi des coûts qui sont supportés par d'autres, les salariés, qui vont connaître plus de problèmes de troubles musculo-squelettiques, de lombalgie, parce que le rythme s'intensifie, mais aussi parce que les gestes ne s'inscrivent plus dans un programme qu'ils organisent eux-mêmes, avec leur expérience de l'entrepôt, mais beaucoup plus sous la contrainte d'un logiciel qui ignore un peu leurs difficultés personnelles, et en même temps parce qu'il y a effectivement cette accélération du rythme. Il y a aussi une perte de sens, puisque cette idée de faire une belle palette devient presque impossible. On peut essayer de tricher avec le logiciel, mais c'est extrêmement compliqué. C'est très coûteux sur le plan intellectuel, ça demande d'avoir une connaissance parfaite de l'entrepôt, de toutes les marchandises qui s'y trouvent, et c'est pratiquement impossible à réaliser, donc on a dû se soumettre, pour une grande part, aux injonctions du système. Des coûts pour la collectivité aussi, puisque ça provoque plus de problèmes de santé, soit de santé physique, musculo-squelettique, de santé mentale, de problèmes de stress, de dépression, mais aussi des cas de mise en invalidité relativement jeunes et précoces. Donc un coût important pour la collectivité qui doit prendre en charge toute cette prise en charge des effets externes négatifs. Alors, attendez, je vais dans le mauvais sens, excusez-moi. Voilà. Je
vais prendre un autre exemple maintenant pour illustrer cette idée que le beau travail n'est pas, encore une fois, quelque chose qui est défini a priori, mais qui doit se négocier et se construire, et changer assez radicalement de secteur. Je vais m'intéresser à des scènes de musique actuelle. Ce sont des salles de spectacle, qui parfois sont liées à des MJC, mais dans de la culture. Et c'est des scènes de spectacle qui sont réservées à ce qu'on appelle les musiques dites actuelles. Donc ça va du rock, reggae, hip-hop, rap, etc. Donc tout ce qui n'est pas musique classique, musique contemporaine, et surtout tout ce qui n'était pas jusqu'aux années 90 subventionné par le ministère de la Culture, et qui va l'être à partir des années 90 avec ce label SMAC. Alors je suis intervenu dans une SMAC à la demande des membres du conseil d'administration, qui étaient des bénévoles, des passionnés de musique dans cette salle, parce que cette salle, que j'ai appelée pour un nom fictif pour l'anonymiser, La Portée, avait connu un certain nombre de problèmes de santé au travail, notamment 2 programmatrices, coup sur coup, en moins de 2 ans, avaient fait de burn-out. Et il y avait d'autres problèmes. Le directeur lui-même avait eu des problèmes cardiaques qu'il associait à un surinvestissement dans le temps de travail. Certains des problèmes de type dermatologique étaient aussi liés à des angoisses par rapport au travail. Alors, quand on fait l'enquête, quand on arrive dans cette SMAC, le programmateur qui a remplacé les 2 jeunes filles, qui est un jeune homme qui est très passionné lui-même par les musiques actuelles, qui a été tourneur bénévole, donc qui a aidé des groupes à trouver des groupes de musique, à trouver des concerts, des placements, etc., bénévolement, et qu'il a tout heureux de être payé pour faire le travail qu'il aime, donc faire sa passion. Et il travaille énormément. Il arrive vers 9 h le matin. Quand il y a un concert dans sa salle, il accueille les techniciens, les musiciens qui arrivent le matin pour installer le matériel, faire les balances, les répétitions toute la journée. Il s'en occupe aussi le midi, le catering, de leur donner à manger et veiller que tout aille bien pour eux. Bien entendu, il reste jusqu'au soir, jusqu'à ce que le dernier technicien soit parti de la salle, ce qui peut l'emmener à minuit et demi, 1 h, 1 h 30 du matin. Et donc ça lui fait des journées à rallonge. Quand il n'a pas de concert dans sa salle, le matin, il travaille avec le reste de l'équipe sur la préparation des prochains concerts, sur les contacts avec les tourneurs et les groupes qui vont passer, la mise en place du programme, des petites communications pour faire connaître les prochains concerts. Et en fin de journée, il va, parce qu'on est en région parisienne, il y a un très grand nombre de salles de spectacle qui sont ou non labellisées SMAC, il va écouter des concerts dans d'autres salles. Quand les concerts sont terminés, il tracte, il distribue les tracts pour la salle et ses concerts à lui. Et puis quand il arrive dans sa ville de grande banlieue, c'est la nuit, et il en profite pour coller des affiches. Il est tranquille, et donc il se couche très tard. Et ses journées sont encore, là aussi, à rallonge. Lors du premier entretien qu'on a avec lui, il nous dit, et ce n'est pas un cliché, c'est ce qu'il nous dit véritablement, qu'il n'en peut plus de ce travail qui l'épuise et qui le met dans une course perpétuelle, et il rêve d'élever des chèvres en Corrèze. Curieusement, il va réaliser ce rêve de façon très paradoxale, puisqu'il va organiser un cours de jardinage le dimanche matin dans la MJC où est logée la SMAC. Donc le seul matin où il pouvait se reposer, il s'impose une nouvelle tâche qui correspond à ce besoin de s'évader, mais encore de s'épuiser encore plus, comme une sorte de cercle vicieux et de course en avant. Alors, son cas, à lui, n'est pas isolé. C'est une des raisons pour lesquelles on a fait appel à moi et puis à une doctorante qui était avec moi pour faire cette enquête. C'est qu'il y a eu le sentiment que la passion au travail était un problème, dans le sens où elle poussait les gens à trop s'investir. Alors je cite 2 verbatims d'entretien qui relèvent de personnes différentes que le programmateur. On conduit une équipe, il se met la pression tout seul, me dit un des salariés. Un autre me dit déjà que c'est difficile de dire non à son patron, c'est encore plus difficile de dire non à son idéal. Et effectivement, le problème des gens dans cette salle, c'est qu'ils poursuivent un idéal qu'ils n'arrivent pas à atteindre parce que cet idéal est finalement beaucoup trop large. Ils ont envie de faire à la fois des concerts qui sont parfaits sur le plan artistique, sur le plan culturel, de faire venir des gens à des styles musicaux qu'ils n'auraient pas spontanément envie d'écouter. Il ne s'agit pas de faire du commercial, des groupes que les gens connaissent déjà, qui vont voir ce qu'ils les connaissent déjà. Il s'agit aussi de créer des liens entre les amateurs et les groupes semi-professionnels de la région et les groupes professionnels. Il s'agit de favoriser la fusion de styles musicaux, etc. Et finalement, c'est tellement ambitieux qu'on n'y arrive véritablement jamais, et que systématiquement on est déçu parce que sur un plan ou sur un autre, un concert n'est jamais totalement réussi. Et
pour cause, il est impossible qu'un concert soit réussi à la fois, par exemple, en étant très professionnel et en même temps en permettant, par exemple, une fusion entre les groupes amateurs locaux et les groupes professionnels. Un exemple, juste une anecdote, à un moment, il y a les Ogres de Barbac qui sont invités dans cette salle, qui sont un groupe qui était relativement réputé et qui ont un dispositif scénique assez important. En montant le dispositif scénique, on se rend compte pour la première fois dans cette salle que la hauteur de plafond réelle est plus basse que ce qui était marqué sur les cotes d'architectes, et on ne peut pas monter le dispositif scénique tel qu'il est prévu initialement. On doit réduire le dispositif scénique, revoir les chorégraphies, etc. Et le concert se passe bien, mais un sentiment de ne pas être... Alors, je dis cette anecdote parce que la personne l'a dit sans se rendre compte du côté humoristique, elle m'a dit on n'a pas été à la hauteur. Et aussi, pendant toutes les répétitions, il y a eu une sorte de guéguerre entre le régisseur studio et des bénévoles qui voulaient présenter aux Ogres de Barbac des groupes locaux amateurs, faire passer des maquettes, et le programmateur qui a passé son temps à faire barrage physiquement et dire que ce n'était pas professionnel à ses yeux d'embêter, entre guillemets, ce groupe qui était relativement connu avec des demandes d'amateurs localement. Vous voyez ici comment différents objectifs très ambitieux de la salle se heurtent de façon frontale. Alors bien entendu, toutes les SMAC ne fonctionnent heureusement pas comme ça, et on a été voir d'autres salles du même type, et notamment une autre qu'on a appelée le réseau, qui est une SMAC différente, puisqu'elle n'a pas demandé à conserver le label SMAC après l'avoir eu pendant 3 ans. Elle a décidé de ne plus le redemander parce que c'était trop contraignant et trop de demandes contradictoires à ses yeux. Et contrairement à la précédente, cette salle, elle est très spécialisée sur les musiques du monde et le hip-hop, avec l'idée qu'il faut réussir à se faire rencontrer ces deux courants musicaux, se faire partager, créer des métissages et de la fusion, mais aussi de créer des métissages et de la fusion avec les populations locales. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire un concert simplement, mais il s'agit aussi de faire tout un événementiel autour du concert, de faire des ateliers d'écriture avec des rappeurs, pour que des jeunes qui ont parfois des difficultés à l'école prennent le goût de l'écrit et de la langue, et peut-être surmontent un peu la réticence vis-à-vis de ce qui peut être le travail scolaire, mais aussi faire des sessions avec des groupes moins confirmés, en petits comités avec des rappeurs plus confirmés, et des rencontres qui permettront de créer des liens et d'aider les moins professionnels à se professionnaliser. Alors, dans cette salle, les salariés sont extrêmement passionnés et motivés, mais contrairement à la précédente, ils n'ont pas le sentiment de devoir en faire toujours plus pour pouvoir enfin faire un travail réussi, puisqu'ils ont un objectif relativement clair, et ils sont prêts à faire des sacrifices. Par exemple, ils sont prêts à refuser un rappeur extrêmement connu si celui-ci ne veut pas faire un atelier d'écriture avec des élèves avant son concert. Ça ne les dérange pas, même s'ils se privent d'une signature prestigieuse, d'un nom prestigieux. Et de façon tout à fait significative, dans les entretiens qu'on a réalisés, on a réalisé 13 entretiens dans la première salle et 7 dans la deuxième salle. Dans la première salle, à la portée, donc, tous les salariés, quand on leur demandait quel était le meilleur souvenir de concert, ont signalé un concert différent, pour des raisons différentes. Et dans la deuxième salle, les 7 personnes qu'on a interrogées ont toutes donné le même concert et ont toutes expliqué à peu près de la même façon pourquoi ce concert-là avait été leur meilleur souvenir de concert réussi. Et donc il y a un lien qui me semblait relativement net entre cette capacité à définir un objectif clair et finalement le sentiment qu'on avait bien travaillé et qu'on s'est beaucoup investi, on n'avait pas besoin de surinvestir pour être satisfait de ce qu'on avait fait. Il faut savoir que ce constat, on l'a bien entendu présenté lors de la restitution, après l'enquête dans la salle, et ce qui est ressorti, c'est que les gens avaient plus ou moins conscience de ce problème-là, mais finalement n'osaient pas aborder parce qu'ils avaient le sentiment qu'ils n'avaient pas de consensus assez important sur ce que devait être une salle de musique actuelle, n'osaient pas, par exemple, dire qu'on devait renoncer, puisque l'équipe de direction était attachée au concert de jazz, qui ne sont pas forcément dans le périmètre des musiques actuelles, ou n'osaient pas dire qu'on devait peut-être réduire ou faire des choix, parce que ça allait déplaire à certains et plaire peut-être plus à d'autres. Donc il y a cette dimension-là, il y avait une attente finalement du management, qui était un management qui n'était pas directif, mais de pouvoir impulser des directions et des choix dans cette salle. Ce qui se trouvait dans la deuxième salle, où finalement il y avait vraiment un accord très clair dans l'équipe autour du projet. Alors, un autre exemple, encore une fois, pour changer d'univers et évoquer cette notion de beau travail,
mais aussi ce qui peut la compliquer dans sa mise en œuvre et sa réalisation. C'est un travail qui a été fait il y a quelques années par un étudiant qui était sous ma direction dans un mémoire de master, qui a étudié plusieurs boutiques de téléphonie mobile et d'une grande marque que je ne citerai pas, mais vous allez sans doute reconnaître quand je vais vous parler un petit peu de l'histoire des salariés. Donc, des boutiques dans lesquelles se trouvaient parmi les vendeurs, on peut dire, deux populations assez différentes. Une population d'anciens techniciens qui avaient l'habitude d'intervenir sur les lignes, sur le réseau physique et matériel, et qui avaient été, pour des raisons de choix stratégiques de l'entreprise, mais aussi d'évolution des technologies, les deux se combinant, poussés finalement à devenir des commerciaux dans les magasins. Et des vendeurs plus jeunes qui avaient été formés à la vente et qui avaient une identité de vendeurs. Alors, les premiers avaient tendance à penser que leur travail était d'abord de rendre service aux gens en tant que technicien, c'est-à-dire de vendre notamment le téléphone portable, le modèle de téléphone portable qui allait le mieux répondre aux besoins de la personne qu'on avait en face de soi, au moindre prix, au moindre coût pour cette personne. Donc il fallait prendre le temps d'écouter la personne, de comprendre ses besoins, et ensuite de proposer un téléphone qui n'était pas forcément celui que l'enseigne souhaitait vendre à ce moment-là, et pas forcément celui qui rapportait le plus de marge. Il faut savoir que dans ces boutiques-là, il était organisé régulièrement des challenges et puis du benchmarking entre les boutiques, et les challenges portaient sur certains modèles que la marque voulait, enfin, l'enseigne voulait promouvoir à un moment donné, et il y avait des primes à la clé, et les challenges avaient aussi des choses à gagner pour les individus ou pour les équipes, et donc ça créait une sorte d'émulation par le chiffre, et ce qui provoquait des tensions assez fortes entre ces deux types de salariés, les premiers étant accusés finalement de plomber les résultats du magasin, de faire perdre le challenge, et finalement d'être nocifs pour tout le monde. Mais pour les premiers, au contraire, leur idée, c'était que si on rend vraiment un vrai service aux personnes, elles auront envie de revenir. La marque, qui avait, par son histoire, un peu de capital sympathie dans le public, devait conserver ce capital sympathie. Et donc pour eux, si on vendait un peu n'importe quoi aux gens, parce que c'est ce qui était intéressant pour l'enseigne à ce moment-là, on allait perdre finalement une partie de la clientèle qui irait voir ailleurs, et que finalement, à moyen terme, c'était pas forcément faire un mauvais travail que de perdre un petit peu de temps à conseiller les gens. Alors, malheureusement, le management était lui-même sous des pressions assez fortes autour des chiffres, et donc finalement arrivait à, par des remarques désagréables, parfois par des formes de harcèlement, à décourager très fortement la première catégorie de salariés et à les faire passer pour des mauvais vendeurs, et finalement à faire que certains se sentent finalement des gens incompétents, alors que le type de compétences qu'ils avaient réussi à développer aurait pu avoir une utilité dans l'entreprise. Alors, dernier exemple que je vais prendre, cette fois-ci n'est pas issu d'un travail que j'ai réalisé ou d'un travail d'un de mes étudiants, c'est un travail qui a été mené dans une entreprise de sidérurgie qui est un petit peu ancien mais qui est intéressant parce qu'il y a une méthodologie qu'on n'a pas renouvelée beaucoup depuis. Et donc c'est un sociologue qui s'appelle Pierre Roche qui a pu faire une enquête parallèle à la fois dans une usine sidérurgique sur le lieu de travail avec des observations et des entretiens auprès des salariés, et en même temps dans un centre de médecine mutualiste où allait la très grande majorité des salariés de cette entreprise. Ce qui lui a permis de mettre en parallèle les conditions de travail et le rapport au travail de ces salariés avec les motifs de consultation médicale, le type de plainte et la fréquence des plaintes que les salariés apportaient dans les cabinets médicaux. Alors, je simplifie beaucoup son étude pour vous donner un petit peu une conclusion qui me semble très intéressante. Il va comparer deux des ateliers les plus pénibles de l'entreprise sidérurgique, qui sont l'aciérie et le parachèvement. Et les deux ateliers sont reconnus objectivement comme les plus difficiles en termes de conditions de travail, pour des raisons différentes d'ailleurs. À l'aciérie, c'est la chaleur, les rythmes de travail. Au parachèvement, c'est le port de charge, les poussières, le bruit, et aussi le rythme de travail qui peut être assez irrégulier, qui peut parfois s'accélérer en fonction des commandes ou de l'activité des autres ateliers. Et il se trouve que le premier atelier, l'atelier central de l'entreprise, bien entendu, et c'est un atelier où il y a des salariés plutôt qualifiés et qui ont une identité professionnelle très forte. On les appelle les chevaliers du feu dans l'entreprise,
et ils ont un attachement à leur travail qui est lié à cette identité professionnelle forte, et aussi à l'activité elle-même qui suppose que les coulées sont en permanence, on ne peut pas arrêter une coulée, hein, et si on l'arrête, ça va créer des coûts extrêmement importants pour tout nettoyer et remettre en route les installations. Et par conséquent, il y a une sorte d'honneur professionnel à respecter les impératifs techniques de l'activité qui permet de donner un sens positif aux efforts importants qui sont fournis et à la confrontation au rythme de travail, à la chaleur et à la pénibilité de l'activité. Au parachèvement, au contraire, on a affaire à un atelier où les lingots, les barres sont préparés pour être découpés et commercialisés en fonction des besoins et des demandes des clients. Et c'est un atelier qui occupe une position un peu marginale dans l'entreprise, dans la mesure où il n'est pas directement productif, mais il est simplement le dernier élément de la chaîne avant le départ des produits vers les clients. L'identité professionnelle est beaucoup moins marquée, il n'y a pas de fierté particulière à travailler au parachèvement. Alors ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une différence significative, si on neutralise l'effet de l'âge, entre la fréquence des symptômes morbides mal définis, qui sont apportés en cabinet en consultation, et le fait de travailler à la scierie ou au parachèvement. Ce lien est encore plus fort pour tout ce qui est asthénie, migraine et céphalée. Alors c'est un effet qui est plus un effet de retardement, c'est-à-dire qu'arrivé à la retraite, les mauvaises conditions on peut dire, de travail, la pénibilité du travail des salariés de la scierie les rattrapent en quelque sorte, et ils ont des problèmes de santé qui vont finir par s'accumuler, mais au moins le temps où ils sont en activité, ils semblent avoir une sorte de protection contre ces mauvaises conditions de travail liées au fait qu'ils ont un métier qui a du sens et qui donne du sens à ces contraintes, qui explique pourquoi ça vaut le coup et ça vaut la peine de mettre sa santé en jeu pour réaliser la production qui est attendue. Alors, après avoir très rapidement brossé ces exemples extrêmement divers, je pense que vous avez un petit peu mieux vu vers où je vais en venir. Donc, je vais essayer maintenant d'en tirer quelques leçons un peu plus théoriques et pratiques pour essayer d'expliciter un petit peu cette notion de beau travail et puis de partager avec vous cette envie de reconnaître et de valoriser dans vos entreprises, avec bien entendu les activités et les contraintes qui sont propres à chacune de vos secteurs, ce beau travail et l'attachement que les gens peuvent être amenés à développer ou pas en fonction des circonstances à leur activité et à la possibilité de faire un travail dans lequel ils peuvent se reconnaître et se valoriser. Alors, faire un travail qui a du sens, c'est d'abord un travail qui est reconnu, comme je l'ai déjà dit, par les pairs, ceux qui font le même travail que vous, qui connaissent les difficultés de l'activité, qui savent ce que ça veut dire que de réaliser effectivement le travail, et pas simplement ce qui est marqué sur la fiche de poste, mais ce qu'il faut faire réellement pour que le travail se fasse. Mais c'est aussi avoir en tout cas une vision de ce qu'est le beau travail qui est relativement partagé. On l'a vu avec l'exemple des SMAC ou avec l'exemple de la téléphonie mobile, quand il n'y a pas de vision partagée de ce que doit être le beau travail, ça pose un ensemble de problèmes. Et ces problèmes se traduisent par l'incapacité à être suffisamment fier et avoir le sentiment que son travail a du sens. Si ce travail est inatteignable, il y a des stratégies de retrait, de défense, de désinvestissement. Il y a aussi des risques de conflits interpersonnels qui passent de conflits sur le travail, en tout cas de désaccords a priori sur le travail, à des conflits de personnes et on dérive vers ce qui peut être vécu comme du harcèlement moral, j'en dirai quelques mots tout à l'heure. Autre élément important aussi qui doit être discuté, c'est l'équilibre finalement entre les moyens disponibles et les fins que l'on veut atteindre. Si l'on ne discute pas cet équilibre, ça ne veut pas dire que l'entreprise doit fournir absolument tous les moyens pour réaliser le travail le plus parfait et le plus excellent. On n'est pas toujours dans la réalisation du chef-d'œuvre comme l'artisan d'autrefois le réalisait pour rentrer dans une corporation. Mais néanmoins, il doit y avoir une discussion, un débat, des échanges, ou en tout cas au moins une argumentation, et peut-être aussi une réflexion, j'en parlerai quand j'évoquerai le cas des PME, sur la façon dont on peut peut-être un petit peu faire bouger les marges de manœuvre des uns et des autres. Alors, s'il n'y a pas cette discussion, je vais prendre un exemple là dans le domaine de l'hôpital pour changer encore de secteur. J'ai participé à une très grosse enquête quantitative. On a interrogé plus de 17 000 soignants en France. C'était une grosse enquête européenne sur 10 pays européens sur les départs anticipés et les problèmes de santé à l'hôpital. Et
on a été frappé par l'importance des risques de burn-out, d'épuisement, et puis aussi des départs anticipés précoces, parce que les gens ne tenaient plus, dans les petits hôpitaux locaux que vous connaissez. Nous, c'est des hôpitaux où souvent il n'y a pas de médecins à demeure, ce sont des médecins libéraux qui font des vacations, et où on a beaucoup de services de polypathologie avec beaucoup de personnes âgées, donc pas mal de mortalité, et où les personnes qui travaillaient dans ces services-là avaient parfois du mal à vivre cet accompagnement des patients en fin de vie, parce qu'il y avait beaucoup d'interconnaissances. Il n'était pas rare que le patient hospitalisé soit la grand-mère d'une cousine ou de la voisine, de quelqu'un qu'on connaît. Comme on est dans des petits milieux locaux, on a beaucoup d'interconnaissances et donc du coup c'est pas facile d'aider quelqu'un quand il y a cette implication personnelle forte dans la relation. Il s'est trouvé que les soignants de ces petits hôpitaux locaux ont, pour plusieurs d'entre eux, fait des formations aux soins palliatifs, c'est-à-dire appris les techniques qui permettent en principe de fournir un accompagnement le meilleur possible pour favoriser l'acceptation de la fin de vie, réduire les douleurs morales et physiques des patients en fin de vie. Simplement, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ces personnes qui avaient suivi des formations de soins palliatifs étaient encore plus en difficulté, ce qui apparaissait dans l'enquête statistique, que celles qui ne les avaient pas suivies. On peut lire les choses dans les deux sens. Ceux qui aussi pensaient que celles qui allaient très mal ont voulu suivre des formations, mais en tout cas, ça ne les a pas aidés à aller moins mal. Et tout simplement parce que l'idéal des soins palliatifs est un idéal qui ne correspondait pas aux moyens et l'organisation de ces petits hôpitaux locaux. Dans les services de soins palliatifs, il y a une sélection des malades. On prend des malades, souvent des malades cancéreux, qui ont un pronostic vital relativement prévisible, avec lesquels il y a un accompagnement possible, parce que ce ne sont pas des malades qui sont la plupart du temps atteints de démence, ce qui contraste beaucoup avec les petits hôpitaux locaux, où il y a une dotation personnelle beaucoup plus serrée, où dans un établissement, les soins de base ne peuvent même pas être assurés. On a vu des endroits où, vu le nombre de malades âgés et dépendants, on ne pouvait pas aider tout le monde à manger le midi. Ceux qui avaient besoin d'être aidés à manger le midi ne pouvaient pas l'être. Et donc on aidait une partie des patients le midi et une autre partie le soir, pour qu'au moins ils fassent dans la journée un repas où ils avaient pu manger très correctement, parce que certains ne pouvaient pas manger correctement seuls, ils ne s'alimentaient pas assez quand ils mangeaient seuls. Donc quand ces besoins de base sont à peine satisfaits, on voit que tout le protocole d'accompagnement psychologique, qui est extrêmement bien pensé et bien fait dans les services de soins palliatifs, ne peut pas s'appliquer. Et donc c'est qu'un autre idéal, en tout cas un autre type de prise en charge qu'il faut chercher à imaginer et à mettre en œuvre dans ces services. Et si on cherche à atteindre l'idéal des soins palliatifs avec une organisation des patients et des moyens qui sont très différents, on risque effectivement de s'épuiser. C'est ce qui expliquait en grande partie les résultats assez négatifs qu'on a vus dans notre enquête. Alors, je vais encore monter d'un petit cran dans la théorisation. Ça me paraît être intéressant de faire référence à un psychologue dont les travaux sont très riches et que je vais honteusement un peu caricaturer ici avec mon petit schéma, mais que je pense intéressant de vous signaler. Pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà son nom, c'est Yves Clos. Et Yves Clos, alors, a travaillé beaucoup sur la façon finalement dont les salariés, individuellement et surtout collectivement, font face finalement aux risques psychosociaux. C'est pour ça qu'il préfère parler de ressources psychosociales, pour garder l'acronyme RPS, plutôt que de risques psychosociaux, parce qu'il dit que ce qui est important, c'est de comprendre quelles sont les ressources que les salariés peuvent mettre en œuvre pour réaliser un travail qui fait sens, mais aussi pour construire ce qu'il appelle un genre professionnel, c'est-à-dire une façon de faire le travail qui corresponde aux valeurs et à ce qui peut avoir du sens dans l'activité et ce qui va permettre aux salariés de se valoriser, de faire un travail qui leur semble de qualité, en tout cas suffisamment pour pouvoir être fiers de leur travail et pas finalement avoir le sentiment de faire un travail ni fait ni à faire et que leur activité va finir par les rendre cyniques ou les obliger à se retirer psychologiquement de leur implication dans le travail. Alors, Yves Clos développe un concept qui est très intéressant, qu'on peut là aussi utiliser de façon un peu différente que lui-même, de façon un peu différente de ce que lui-même utilise, c'est-à-dire c'est la notion de pouvoir d'agir. Alors, le pouvoir d'agir, c'est la capacité à réaliser un travail tel qu'il est conçu dans un milieu professionnel particulier, comme étant le travail à faire, le travail de qualité et avec des objectifs que l'on se donne à atteindre. Alors cet empêchement de l'action, effectivement, on le retrouve dans un certain nombre des exemples que j'ai évoqués. On voit bien comment les vendeurs de téléphonie mobile qui veulent faire un service adapté aux clients sont empêchés
par leur hiérarchie qui a d'autres objectifs de réaliser ce travail-là. De la même façon, c'est encore plus net avec les préparateurs de commandes qui sont empêchés de faire leur préparation. Ce travail empêché, il est tout à fait important à avoir en tête parce qu'on le retrouve beaucoup dans la façon dont le stress va porter atteinte à l'organisme et à la santé. Pour ceux qui ont connu ces expériences un peu anciennes, une expérience qui est à mon sens assez frappante sur l'idée des mécanismes physiologiques du stress, une expérience qui a été réalisée en 1970 par un psychologue qui s'appelait Jay Weiss aux États-Unis et qui plaçait 2 rats dans 2 cages différentes et il les soumettait de façon aléatoire à des décharges électriques. Donc ici, dans son modèle très simplifié, un peu caricatural, les décharges électriques représentent le stresseur qui va stresser les rats. La différence, c'est que dans la première cage, le rat a une petite roue qui tourne, et dès lors qu'il tourne la roue, les décharges électriques s'arrêtent pour lui et pour son voisin. Donc les stresseurs sont les mêmes pour les deux, puisque quand le premier très rapidement comprend qu'il peut stopper les décharges électriques, il les arrête, et donc ils sont soumis au même stresseur. Et si on répète suffisamment longtemps cette expérience un petit peu sadique, le rat de la deuxième cage finit par décéder. Alors que le rat de la première cage, lui, est à peu près en bonne santé, et même si après on le tue pour l'autopsie, on voit qu'il n'a pas d'hypertrophie de la glande surrénale, il n'a pas d'ulcère dans l'appareil digestif, et donc il n'est pas soumis à tout un ensemble de conséquences négatives quand le stress se chronicise. Pourtant, ils sont soumis au même stresseur. Donc ce que montre cette expérience, c'est que le mécanisme de stress, vous le savez, c'est un mécanisme qui est censé préparer l'individu à l'action, préparer aussi à se défendre, à fuir ou à se battre, voire à être blessé, puisque ça provoque une augmentation des facteurs fibrinogènes dans le sang pour coaguler plus vite, donc tout un ensemble de préparations. Et l'action qui répond à cette préparation est ce qui va stopper le mécanisme du stress. Et quand l'action est empêchée, alors là je parle avec des mots de Clos, mais avec un esprit qui est assez différent de celui de Clos, mais je rapproche parce que ça me semble tout à fait intéressant de les rapprocher, le stress se chronicise. Et c'est ce qu'on a observé, enfin pas moi, mais ce que des épidémiologistes ont observé, en reliant l'idée de marge de manœuvre. Plus les personnes ont des marges de manœuvre pour s'adapter à leur travail et le faire de la façon qui leur semble la plus efficace par rapport à leur propre expérience et leurs propres compétences, plus finalement les constantes du stress reviennent plus rapidement à la normale, y compris en dehors du temps de travail. Par contre, les personnes qui sont soumises à des situations où elles ont très peu de marge de manœuvre et sont constamment en train de devoir répondre à des défis, mais en n'ayant pas la possibilité de s'organiser de façon à pouvoir utiliser ses compétences, ses savoir-faire, son expérience, ses habiletés dans la réalisation de ces défis. Vous pouvez prendre l'exemple des préparateurs de commandes avec la commande vocale que j'ai évoquée au début. On voit que les constantes qui témoignent d'un stress important dans l'organisme perdurent, y compris en dehors du travail. Il faut avoir plusieurs jours pour que l'organisme retrouve un état d'équilibre normal. Pour ces personnes qui sont soumises à cette situation de très forte pression et de très peu de marge de manœuvre. De la même façon, dans les cas de burn-out, je vous évoquais les cas de burn-out, on voit que très souvent, le burn-out touche des personnes qui cherchent à atteindre un idéal inatteignable. Alors on dit que c'est des personnes très investies, qui sont passionnées par leur travail, mais aussi des personnes qui ont une passion ou un investissement dans le travail, mais qui n'est pas régulé, c'est-à-dire où il n'y a pas, comme dans la deuxième SMAC que j'ai évoquée tout à l'heure, d'objectifs, de projets communs suffisamment clairs pour se dire on a bien travaillé, on a beaucoup travaillé, mais là, on a fait un travail dont on peut être fier et on n'a pas besoin d'en faire toujours plus et d'aller toujours au-delà. Dans la première SMAC, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais les gens voulaient toujours plus, et c'était une chose dont les gens avaient bien conscience, et la direction avait mis en place des fiches de poste, avec l'idée qu'on allait définir les tâches principales et les tâches annexes, et dire aux gens, vous faites vos tâches principales, et si vous n'avez pas suffisamment de temps, les tâches annexes, tant pis, vous ne les faites pas. Et en fait, quand on a interrogé les gens, ils nous ont dit, mais les tâches annexes, c'est plus intéressant. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est ce n'est même pas notre fiche de poste, c'est les nouvelles choses qu'on va inventer, qu'on va créer, et on aura le sentiment qu'on va enfin réussir à faire un travail extraordinaire. Et donc, effectivement, les gens s'épuisaient à aller jusqu'au jour où ils craquent. Et je n'ai pas donné l'épilogue tout à l'heure, un peu malheureux, mais je vous le donne maintenant. On a continué l'enquête jusqu'aux vacances d'été, et
une année pratiquement. On avait commencé en octobre, on était jusqu'aux vacances d'été. Et après les vacances d'été, l'enquête était arrêtée dans la première SMAC. Et en septembre, je suis contacté par le programmateur qu'on avait suivi, qui me dit qu'il a démissionné en juillet, qui me dit qu'il est en dépression et qui me demande si je peux le conseiller parce qu'il est au prud'homme devant son entreprise, parce qu'il estime que le management est en partie responsable de sa situation et de ses difficultés. Alors le harcèlement moral, on l'a vu également, est pour une part lié au fait qu'on a du mal à passer de conflits finalement sur le travail. Qu'est-ce que faire un beau travail dans un magasin qui vend des téléphones? Est-ce que c'est fidéliser la clientèle avec un service adapté, ou est-ce que c'est vendre un maximum parce qu'il y a de la concurrence et qu'il faut vendre plus que l'enseigne d'à côté? Et là, ici, on voit bien très clairement comment il n'y a pas de discussion qui a été possible et qu'une vision s'impose à l'autre et s'impose sans vouloir reconnaître la qualité ou l'utilité du travail, parce que ce serait nier en quelque sorte l'intérêt d'avoir une vision essentiellement commerciale de la vente, et donc en poussant les gens à se sentir non reconnus dans leur travail et victimes finalement de harcèlement moral, ce qui a pu conduire certains des salariés de ces boutiques, vous le savez, l'actualité l'a évoqué par un procès très récemment, à des formes extrêmes de souffrance en se donnant la mort. Alors de la même façon, on l'a vu avec les troubles musculo-squelettiques, pour les préparateurs de commandes, l'intensification du travail est un facteur très important pour les troubles musculo-squelettiques, mais aussi l'autonomie, parce que les salariés, notamment quand ils ont de l'expérience, et aussi quand ils avancent en âge, apprennent à connaître leurs capacités, apprennent à connaître aussi leur métier. Et donc, s'ils ont une marge d'autonomie et de manœuvre, ils arrivent à négocier un petit peu d'organisation pour moins mettre leur corps en défaut, et donc pouvoir tenir un peu plus longtemps dans des métiers pénibles. Dès lors qu'ils sont soumis à une organisation de travail qu'ils ne maîtrisent plus, du type commande vocale que j'ai évoqué tout à l'heure, cette capacité à s'auto-organiser, à compenser en quelque sorte le vieillissement fonctionnel par une acquisition d'expérience et de savoir-faire, devient plus difficile. Et là, les troubles musculo-squelettiques apparaissent. Et bien souvent, on voit notamment dans l'ingénierie cette conjonction de phénomènes de ce type de perte d'autonomie et de l'intensification du travail qui conduit à l'explosion des troubles musculo-squelettiques. Alors, très vite, parce que je ne sais pas si j'ai encore un petit peu de temps, si j'ai encore un petit peu de temps parce qu'on a commencé en retard. Donc, tout ce que je viens de vous dire peut vous faire penser à des choses qui sont un petit peu à la mode en ce moment dans le management. On parle parfois d'entreprise libérée. Alors, l'entreprise libérée, ce sera une entreprise où finalement on essayerait d'alléger les règles, les procédures, de donner plus de responsabilités aux personnes. Alors, qu'est-ce que ça donne dans la réalité? Bien souvent, malheureusement, beaucoup d'études qui ont étudié les premiers cas d'entreprise libérée, notamment en Belgique, parce que la Belgique a été un peu en pointe sur ce domaine-là, on a vu que les effets sur les transformations du travail étaient assez limités. Alors effectivement, les gens arrivaient à apprendre à avoir un peu plus de souplesse dans les horaires, ils avaient un peu plus de marge de manœuvre, ils pouvaient s'arranger à arriver un peu plus tard, quitte à partir un peu plus tard, ou arriver plus tôt un matin pour partir un peu plus tôt, etc. Sur l'occupation des bureaux aussi, pouvoir accepter plus facilement une occupation plus souple des bureaux, ne plus avoir forcément des bureaux qui étaient attribués, mais parfois aussi des bureaux correspondant à chaque type de besoin, réunion, travail solitaire, etc. Chose qui était plus ou moins bien vécue, mais plutôt globalement appréciée dans ce ministère. Mais en même temps, alors que l'objectif était d'alléger les protocoles, on a vu au contraire une inflation des procédures et des protocoles et de tout ce qui était traçabilité du travail, et également une importance très grande du charisme, c'est-à-dire que les gens n'étaient pas responsabilisés comme ils l'auraient dû l'être, mais ils étaient finalement entraînés par un directeur extrêmement charismatique, mais aussi un peu autoritaire, et ce qui a conduit parfois à avoir plutôt un suivisme plutôt qu'une réelle adhésion, mais aussi une mobilité plus ou moins forcée des personnes qui n'ont pas adhéré au projet. Et finalement, on est dans une sorte d'injonction contradictoire, soit autonome, mais soit autonome à ma façon, en faisant ce que moi je pense être bien de faire,
C'est-à-dire qu'on n'est pas dans ce que j'appelle la co-construction du beau travail, mais plutôt l'imposition. Donc c'est peut-être plus souple et moins violent que le management des magasins de téléphonie mobile que j'évoquais tout à l'heure, mais c'est un petit peu finalement le même état d'esprit. On va dire un petit peu la même chose avec le mode agile qui, là encore je vais le présenter très rapidement, mais qui est le mode de management où on espère qu'on va pouvoir résoudre finalement les activités au fil de l'eau, au lieu d'avoir un plan bien précis et après avoir des problèmes parce que ce plan ne correspond pas à la réalité, réévaluer à chaque fois comment l'évolution des choses et peut-être des demandes des clients ou de l'environnement font qu'il faut se réadapter et changer. Alors, là encore, je vais prendre un exemple d'une étude menée en Belgique par une jeune collègue belge qui a étudié une agence bancaire qui a voulu mettre en place ce management agile. Alors là, on est avec le secteur, pour simplifier l'exemple, je ne prends qu'un seul cas, le secteur de crédit aux entreprises. Et avec l'idée que ce secteur avait un problème, c'est qu'il y avait un délai trop important dans le traitement des dossiers que les entreprises parfois allaient voir ailleurs ou avaient renoncé à leur investissement parce que leurs besoins n'étaient peut-être pas satisfaits au moment où ils auraient dû l'être. Leurs besoins de crédit n'étaient pas satisfaits au moment où ils auraient dû l'être. Donc on met en place ce mode agile qui se traduit concrètement par l'idée que tous les jours on fait un point, par une petite réunion le matin, puis par les outils informatiques tout au long de la journée, sur l'avancée du traitement des dossiers. Il y a l'idée que ceux qui sont moins en retard vont aider ceux qui sont plus en retard. Ça développe un esprit d'équipe, alors qui est apprécié par certains des jeunes agents, mais avec la limite qui est que finalement, avec des objectifs relativement limités, on cherche à traiter un nombre de dossiers de plus en plus important. Et finalement, l'idée, ça va non pas être de traiter les dossiers tels que les personnes voudraient les traiter, mais les traiter de façon à ce qu'il y ait le moins de délai possible, et notamment pour les anciens qui ont de la bouteille et qui ont une certaine vision du métier et de leur travail, traduit par le fait que finalement on a une lecture des dossiers qui est trop rapide, qui induit des refus qui seraient peut-être injustifiés ou des prises de risques peut-être excessives dans d'autres cas, et donc le sentiment de ne pas faire un beau travail et un travail de qualité. Alors, un autre exemple, c'est une doctorante qui vient de passer sa thèse, qui a travaillé sur une SS2I au Maroc, qui là aussi était passée en mode agile, avec, comme dans le cas précédent, une inflation très importante de temps passé en réunion, le sentiment que les gens étaient de plus en plus en train de se réunir et de moins en moins derrière l'ordinateur à faire le boulot. Et aussi le sentiment que finalement, ce mode agile, c'était une façon de redéléguer tout ce qui n'allait pas bien et tous les imprévus ou tous les changements de demande de la part des clients. C'était compliqué parce que c'est une entreprise qui travaille aussi bien avec des donneurs d'ordre marocains que des donneurs étrangers, qui parfois travaillent avec des donneurs d'ordre marocains, qui eux-mêmes travaillaient pour des donneurs d'ordre étrangers, européens. Et donc, ça créait des situations complexes qui induisaient un ensemble de difficultés qui n'étaient pas toujours bien gérées et qui retombaient finalement sur certains segments de salariés qui avaient à gérer ces difficultés et qui subissaient l'ensemble de tous ces dysfonctionnements qui étaient plutôt concentrés sur une catégorie de salariés plutôt que véritablement gérés et résolus. Alors pour conclure, je vais dire quelques mots de l'enquête qu'on a menée sur les TPE et où on a pu, pour en discuter, il y a des questions plus précisément avec des exemples, où on a pu voir finalement que dans beaucoup de TPE où on est allé, les gens faisaient une sorte de la prévention, mais sans l'appeler prévention. C'est-à-dire que certains estimaient que remplir le document unique de prévention des risques était quelque chose de particulièrement contraignant à faire, et que c'était une tâche qui ne leur apportait rien, alors qu'ils discutaient en permanence du travail. Alors, en effet, dans beaucoup de ces TPE, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y avait une vision relativement claire de ce qu'était le travail attendu. Cette vision était souvent liée au fait que le chef d'entreprise était issu du même métier que la plupart de ses salariés, donc ça créait une connivence de métier où il y avait une capacité à connaître ce qu'était le travail bien fait, les efforts réalisés pour que tel type d'activité soit faite dans les règles et de la meilleure façon possible. Par contre, dans les TPE où le patron avait un métier différent, certains arrivaient par l'exemple à faire ressortir la complémentarité de chacun. Je vais prendre un exemple, parce qu'on a vu les TPE en région Île-de-France et en Bretagne,
un exemple qui fait un peu typiquement breton, puisque c'était une entreprise qui produisait des galettes bretonnes, et reprise donc par un monsieur qui était cadre d'entreprise, qui avait lui aussi envie de changer un petit peu. Il avait une grosse boîte et il avait envie de créer quelque chose où il pouvait faire un travail de qualité qui avait du sens, où il voyait ce qu'il produisait. Et donc il reprend cette biscuiterie qui était en difficulté financière, et son plan c'est de monter en gamme finalement et d'utiliser ses compétences marketing et commerciales pour justifier la vente d'un produit de meilleure qualité à un prix plus important, et aussi de calculer. Donc, et il est arrivé à convaincre finalement les salariés qui étaient relativement désinvestis qu'ils pouvaient, comme il l'a dit lui-même, s'éclater et donner libre cours à leurs rêves les plus fous, faire les gâteaux qu'ils avaient toujours envie de faire, et que lui allait se charger d'essayer de voir comment économiquement c'était réalisable. Et effectivement, il a réussi à monter en gamme, à se donner des marges de manœuvre qu'il n'avait pas auparavant, et à démontrer que finalement, même si lui n'était pas du tout dans le métier de la biscuiterie, il avait des compétences particulières qui ont permis à ceux qui sont dans le métier de faire un travail qui leur permettait d'utiliser des bons produits, des techniques de production et des recettes qui étaient impossibles à réaliser avec l'ancien modèle économique. Alors, malheureusement, toutes les entreprises qu'on a étudiées n'étaient pas aussi idylliques que celle-là, et parfois la difficulté dans les TPE, c'est des endroits où il y a souvent une grande difficulté à faire appel à l'extérieur, parce que le regard extérieur est vu comme très inquisiteur, encore plus si c'est le regard de l'État ou des syndicats, ou des pouvoirs publics et des syndicats. Et justement, en général, dans ces TPE, il n'y a pas de syndicats, et s'il y en a, c'est parce que le dialogue social quotidien, informel, ne s'est pas réalisé. Dans beaucoup de TPE, les problèmes se règlent au fil de l'eau, parfois dans la confrontation. Je me souviens de quelqu'un qui nous a dit en entretien, parfois on s'engueule un bon coup, voire on se tape dessus, après le problème est résolu et tout va bien. Alors je ne préconise pas le fait de se taper dessus pour régler les problèmes, mais néanmoins, la confrontation, le conflit est parfois nécessaire, à condition que ça reste, comme on l'a vu tout à l'heure, un conflit sur le travail, sur les moyens, sur ce qu'on cherche à réaliser, et non pas un conflit de personnes. Si ça devient un conflit de personnes et que, par exemple, dans l'exemple de téléphonie mobile, on dit que les vieux vendeurs sont des incapables, qui sont nuls à la vente, qui sont flemmards et qui plombent le magasin, et qu'à l'inverse, les vieux disent que les jeunes sont cyniques, arrivistes, et qu'ils sont prêts à vendre n'importe quoi à n'importe qui et à arnaquer tout le monde pour remporter le challenge, on a des attaques de personnes ici. On vise des personnes, des caractères, et alors que derrière ces conflits, on a deux visions différentes de ce que doit être le métier et le travail. Donc, remonter à ces voilà. Donc là, parfois, quand les choses sont assez envenimées, quand les relations sociales sont tendues, c'est difficile, voire impossible à faire, et il faut pouvoir s'ouvrir à l'extérieur. Donc ça peut être faire appel à la ministère de la Prévention, les ARAC, les CARSAC, ou d'autres organismes, ceux qui, par exemple, travaillent avec vous ici à Chalon-sur-Saône. Mais ça peut être parfois également essayer de voir avec les syndicats. Je me souviens d'un cas, alors c'était un monsieur qui avait cessé son activité, qui avait travaillé qui était ébéniste, qui fabriquait des meubles, qui avait connu une période où il avait eu plus d'une quinzaine de salariés, puis finalement son entreprise avait connu des difficultés, et il a regretté après, avec du recul, de ne pas avoir suffisamment, beaucoup de conflits aussi, puis création d'un syndicat, puis dans son entreprise, qui ont envenimé les choses. Il a regretté finalement de ne pas avoir pu parler de ses problèmes. C'est-à-dire qu'il lui-même avait beaucoup de problèmes. Il voyait que son entreprise dans le pays était, il n'arrivait plus à équilibrer ses comptes, à trouver suffisamment de commandes, ou des commandes suffisamment rémunératrices pour pouvoir continuer à faire une marge suffisante. Et lui-même a eu une période difficile, il a eu un accident qui est assez fréquent dans ce métier-là, mais qui était lié parce qu'il était en période de surmenage, un grave accident où il a perdu plusieurs doigts. Et finalement, il a jeté l'éponge, il a fini son activité tout seul, et puis il a cessé son activité quand il est arrivé à l'âge où il pouvait prendre sa retraite. Mais il a eu le sentiment qu'il n'avait pas réussi à pouvoir parler de ses problèmes. Il n'avait pas osé, il est entré dans une dynamique de conflit ou de méfiance qui ne l'a pas conduit à faire ça. Donc, une fois que la situation est très dégradée, c'est beaucoup plus difficile de revenir en arrière, et la confiance, c'est chose qui se construit dès le début, et avant que les choses aillent mal, et pas une fois que les conflits existent, et là,
on a besoin d'un regard extérieur pour servir de médiateur, parce que on est arrivé à un point tel qu'on n'arrive pas à sortir de ces conflits. Voilà. Je vais terminer sur une note un petit peu pessimiste finalement, mais j'avais des notes plus optimistes dans le reste de mon exposé. Alors j'espère qu'il y aura des questions ou des remarques ou des interventions par rapport à des exemples dans vos entreprises qui vous paraissent différents ou proches de ce que j'ai pu dire. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention. En tout cas, on peut vous remercier. Et donc, comme M. Loriol vous l'a proposé, si certaines personnes ont des questions, c'est le moment d'en profiter par rapport justement à l'exposé qu'il nous a fait pendant... Il a tenu une heure. Il a tenu le temps imparti, donc c'est parfait. Donc, avez-vous des questions dans la salle? C'est souvent la première qui est la plus compliquée. Moi, je dirais, on pourrait dire, j'ai 54 ans, donc quand je... Oh non, pas de micro, je ne fais pas de micro. Ah, tout le monde entend. C'est pour tout le monde. C'est pas pour tout l'âge, c'est pas comme ça. D'accord. Je veux dire, lorsqu'il y a 30, un peu plus de temps, j'ai commencé à travailler, pardon, je veux dire, la pression n'était pas la même. Là, je suis indépendante maintenant. L'impression n'était pas la même. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Voilà, une minute, un peu comment dire au fur et à mesure que les années ont passé, moi j'étais dans un grand groupe. Hein. Enfin, au départ, c'était un petit groupe. Je veux dire, qui a grandi et à force de restructuration, à force de comment on demande toujours plus, quoi. Oui. Hein, on est d'accord? Tout à fait, oui. Voilà. Je veux dire, les anciens, moi je suis arrivée, j'étais la plus jeune. Les anciens avaient du mal à faire ce que les jeunes faisaient à l'époque. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est vrai qu'on est passé dans beaucoup d'endroits à l'idée de faire de bien faire son travail en fonction de normes locales, et ce qui permettait aux gens d'être relativement fiers à faire plus. Plus que l'an passé, plus que le voisin, plus que le concurrent. Temps, je veux dire, il n'y avait pas cette pression qu'il y a maintenant. Alors ça, c'est lié aussi, pour les grands groupes notamment, c'est lié à des transformations dans le mode de gouvernance des entreprises. C'est-à-dire qu'on est passé, c'est ce que les économistes appellent, jargon très technique, la théorie principale agent, c'est-à-dire ils se sont demandé comment finalement on régule les relations entre le principal, qui est celui qui finance, et l'agent, qui est l'entreprise, ou les différents salariés de l'entreprise. Et cette théorie est née aux États-Unis parce que les grandes entreprises aux États-Unis étaient jugées trop technocratiques. On avait l'impression que les ingénieurs, par exemple, se faisaient plaisir à faire dans les automobiles, par exemple, à faire des modèles toujours très innovants, qui coûtent cher, qui ne rapportent pas assez. Et les actionnaires trouvaient qu'ils n'avaient pas leur compte. Et donc, on a développé un système de gouvernance d'entreprise qui cherche à lier, finalement, l'intérêt des salariés, notamment des salariés dirigeants, avec l'intérêt des actionnaires, c'est-à-dire avec des systèmes de stock option, de primes ou de rémunération liées au rendement des actions. Moi, combien de fois j'ai entendu des collègues, je veux dire, par rapport au travail fait, qui n'était pas rémunérateur, quoi. Je veux dire, ils pouvaient faire des heures, ils pouvaient faire très attention, quoi. Je veux dire, faire au mieux, il n'y avait pas de reconnaissance, c'était pas rémunérateur. C'est pas rémunérateur au sens où effectivement le travail est évalué d'un point de vue plus quantitatif, c'est-à-dire comme dans le cas de l'agence bancaire que j'ai évoqué, on n'évalue plus la qualité du traitement des dossiers, des demandeurs de crédit, mais on va évaluer le nombre de dossiers traités par l'agence et les délais d'attente. Et toujours aller plus vite, toujours plus vite, et puis je veux dire en allant plus vite. Et donc là, la quantité va primer sur la qualité, effectivement, et du coup, il n'y a plus ce sens d'un travail. Et c'est là qu'il y a une perte de valeur au travail. Oui, parce que le challenge, ça peut être une motivation, comme dans le cas des jeunes vendeurs, c'est une motivation qui a ses limites. Je pense que tout le monde ne peut pas être le premier. Je travaillais aussi avec des commissariats, et un commissariat de benchmark, où chaque brigade, J1, J2, J3 pour la journée, de faire autant la moyenne du commissariat. Et donc si une brigade est au-dessus de la moyenne, forcément d'autres sont en dessous de la moyenne. Mathématiquement, c'est impossible que tout le monde soit au-dessus de la moyenne, mais beaucoup de systèmes de benchmark ignorent cette réalité mathématique qui veut que forcément il y en a qui sont en dessous de la moyenne si d'autres sont au-dessus, et par conséquent créent des mauvais, parfois artificiellement. C'est-à-dire que ceux qui sont en dessous de la moyenne ne sont pas forcément plus mauvais, mais peut-être qu'ils ont d'autres contraintes ou d'autres problèmes. C'est comme avec ça que j'ai étudié, ceux qui avaient les moins bons résultats,
Il y avait des raisons très évidentes, qui étaient par exemple que dans les commissariats, ils étaient que 9 au lieu de 10, et en plus il y avait ces brigades-là plus de femmes, et donc un chef de brigade pouvait pas donner que des femmes. Donc, toutes les raisons qui faisaient que forcément les chiffres étaient moins bons, mais au lieu d'analyser ces raisons-là, on n'analysait que les chiffres, et cette brigade-là était en permanence en conflit avec la commissaire, et à tel point que le chef de brigade un jour me montre le pistolet, la balle qui vient dans la tête, le jour où il me dit la commissaire ira trop loin sur le fait qu'il n'a pas les bons chiffres du commissariat. Donc des pressions très fortes, et effectivement vous avez raison, ce système-là de faire plus implique des gens qui font moins, et donc statistiquement, ou en tout cas humainement, ça produit de l'insatisfaction forcément. Je suis praticienne du bien-être au travail, mais bon, je veux dire, dans mon domaine, ça ne pourra pas tout faire, mais ça peut contribuer, mais ça ne fera pas tout. Je suis en train de me casser. Y a-t-il une autre intervention? Oui. Juste une question. Est-ce qu'il y a une relation générationnelle avec tout ça? Alors, c'est une question extrêmement complexe. Alors, je vais vous répondre, et puis après, si vous êtes vraiment intéressé, vous pouvez lire, c'est gratuit en ligne. J'ai fait un rapport qui s'appelle Les rapports au travail. Les rapports, c'est pas du tout élégant, mais c'est parce que c'est pour dire qu'il n'y a pas un seul rapport au travail des jeunes, et c'est publié par l'INJEP. L'INJEP, c'est l'Institut National Jeunesse Éducation Populaire, qui a décidé depuis quelques années de faire tout un ensemble d'études sur les jeunes et le travail. On parle beaucoup de la génération X, génération Y, qui serait plus dans le zapping, moins dans la fidélité, qui ferait un autre équilibre ou arbitrage entre le travail et la vie privée. Dans la réalité, les choses sont beaucoup plus complexes. Quand on regarde des grosses enquêtes statistiques, on ne retrouve pas véritablement cette génération X et Y dans l'ensemble des cas particuliers qui sont extrêmement divers. Et en tant que sociologue, ce qu'on voit quand on arrive dans les entreprises, c'est que finalement, les jeunes vont être un petit peu le reflet de ce qui se passe dans l'entreprise. C'est-à-dire que quand il y a une entreprise où il y a une forte cohésion interne, où il y a un recrutement qui se fait aussi, non pas par vague, dans une entreprise, il y a des recrutements de vague, vous savez que le marché du travail fluctue avec des cycles, et il y a des moments où on n'embauche plus personne, et donc les salariés vieillissent, la population salariée vieillisse, et d'autres moments où on va embaucher pas mal de gens, parce qu'il y a un regain d'activité. Et en plus, on les embauche parfois avec des statuts qui sont différents de ceux qui sont permanents. On les embauche en intérim, en CDD, et certains seulement vont décrocher un CDI. Parfois aussi, ce sont des sous-traitants qui viennent travailler en entreprise, mais qui sont sous la hiérarchie d'autres entreprises. Et donc, quand on a ce genre de situation, effectivement, on a des cas où les jeunes intègrent assez mal, assez peu la culture de l'entreprise, la culture de l'atelier, du service, du groupe. Il n'y a pas de transmission et d'échange qu'il peut y avoir où les anciens apprendront des choses aux jeunes, mais les jeunes pourront aussi apporter des choses sur les façons de faire aux anciens. Et pour dire les choses, très vite, c'est des situations où on va voir apparaître un conflit de génération. Et comme je disais tout à l'heure, les conflits de travail qui deviennent des conflits de personnes, parfois les conflits sur le travail deviennent des conflits de génération, c'est ce qu'on a vu dans l'exemple de la téléphonie mobile. Les jeunes ne sont pas intrinsèquement plus mercantiles ou plus cyniques, ou plus arrivistes que les gens âgés. Mais c'est la situation qu'ils rencontrent, le parcours professionnel qu'ils ont eu, qui les amène à avoir ce point de vue-là, et qui va différer de celui de leurs aînés. Dans un EHPAD, on avait pu constater qu'il y avait énormément de turnover, qu'il y avait beaucoup d'intérimaires, de CDD pour pallier le manque récurrent de personnes. L'EHPAD est un établissement pour les personnes âgées dépendantes. Et les anciennes avaient renoncé finalement à former les nouvelles arrivantes, parce qu'elles avaient le sentiment qu'elles défilaient et que le temps qu'on en formait une, et hop, elle était déjà partie, une autre arrivait. Et le résultat, c'était que les anciennes avaient des façons de se protéger, de ne pas se faire un temps de travail, parce qu'elles voulaient durer. Et du point de vue des jeunes, ces formes de protection de soi étaient vues comme, elles traitent les malades par-dessus la jambe, elles ont posé les valises, elles sont usées, elles n'ont plus la flamme, nous on en veut, on va leur démontrer que, etc. Et puis souvent, les jeunes qui étaient dans cet aspect-là, au bout de quelques mois, elles se rendaient compte que c'était beaucoup plus compliqué que ça, et elles s'écroulaient ou elles partaient dans d'autres activités, dans d'autres secteurs. Et donc, les anciennes disaient, bah oui, les jeunes, elles ne sont pas résistantes, elles croient qu'elles vont tout réussir, et puis au bout de 3 mois, elles craquent et elles partent, elles n'ont pas le sens de l'effort et le sacrifice que nous, on avait autrefois. Donc là encore, on a un conflit de travail.
quelque chose qui est lié au travail. En fait, qu'est-ce que doit être le travail? Qu'est-ce qu'on doit faire pour les personnes indépendantes? On peut toujours faire plus parce qu'elles sont très demandeuses, elles ont beaucoup de besoins. Leur situation aussi parfois est triste quand elles perdent la tête, que leur famille ne vienne plus les voir, etc. Donc mais si on en fait toujours plus, on craque et on finit par rejeter les malades pour se protéger. Et donc cet équilibre ne peut plus être construit et on voit ça comme un conflit de génération alors que c'est un conflit sur finalement quel doit être le travail, comment on règle les moyens sur les objectifs et les fins qu'on doit réaliser. Donc je dis ça très vite, et si vous voulez avoir des arguments plus précis, des exemples beaucoup plus nombreux et détaillés, je vous envoie donc, sur ce rapport qui est accessible gratuitement en ligne, donc sur l'INGEP, qui fait à peu près 70 pages. C'est un peu gros, mais bon, il y a beaucoup d'exemples. Oui, j'ai une question. Je voulais savoir si vous aviez également étudié la transformation justement du salariat qu'on est en train de voir à l'heure actuelle et qui se transforme au fur et à mesure en entrepreneur individuel pour une partie en fait. Et l'impact justement par rapport aux entreprises classiques, je vais dire à l'ancienne, et cette perte de sens du salariat qui glisse vers ensuite des personnes voulant partir en individuel et comment ils se retrouvent avec aussi les contraintes liées à cette activité. Alors, je n'ai pas fait d'études spécifiquement qui relient les deux, mais j'ai vu les deux aspects de votre question. C'est-à-dire qu'effectivement, dans beaucoup de secteurs, j'ai été confronté notamment en entretien à des personnes qui m'expliquaient, pas aussi de façon extrême que ce jeune programmateur qui voulait lever des chèvres en Corrèze, mais qui voulait quand même faire une activité qui avait à leurs yeux plus de sens, hein, comme ce cas d'une grosse entreprise qui va reprendre une biscuiterie en Bretagne. Mais effectivement, on rencontre alors beaucoup de rêves, des rêves avec l'idée de... C'est toujours un petit peu stéréotypé quand même, ouvrir une cave à vin, une chambre d'hôte, un restaurant, une boulangerie-pâtisserie. Et donc il y a ce rêve-là qui est finalement assez peu souvent réalisé, et les quelques fois, dans mes enquêtes, hein, c'est pas très dramatique, parce que je n'ai pas fait d'enquête avec Anne Musique, qui permettrait vraiment d'évaluer le phénomène, mais dans mes enquêtes, les quelques fois où c'est réalisé, c'est plus souvent à l'occasion d'une crise, des gens qui ont fait un burn-out, une dépression, des gens qui ont perdu leur emploi parce qu'il y a des restructurations dans l'entreprise, qui finalement franchissent le pas. Et du coup, ça m'amène à l'autre aspect qu'on a pu voir. J'ai fait quelques années avant un travail collectif avec l'INSERM sur le stress chez les indépendants. Et là, chez les indépendants, effectivement, bon, déjà, les indépendants ont des conditions de travail extrêmement variées en fonction du secteur dans lequel ils interviennent. Le point commun qu'ils ont avec pratiquement entre tous, et qui est différencié des salariés, c'est le nombre d'heures de travail, qui est quand même beaucoup plus important chez les indépendants en moyenne que chez les salariés. Et aussi de devoir jongler avec un double métier, en fait, un métier de chef d'entreprise et un métier de ce qu'on est professionnel ou du métier que l'on est amené à réaliser. Et donc ces deux aspects se retrouvent avec l'idée qu'il y a une difficulté supplémentaire pour des personnes qui n'avaient pas forcément, les études qu'on a pu consulter ou mener ont montré que les personnes qui n'avaient pas dans leur famille d'indépendants avaient parfois plus de difficultés parce qu'ils n'avaient pas forcément le soutien, l'aide ou même l'esprit finalement qui permettait de surmonter ces difficultés. Même des gens qui ouvrent des activités qui n'ont rien à voir avec le commerce mais qui ont eu des parents commerçants, vraiment s'en sortent moins mal parce qu'ils savent un peu ce que c'est, ils l'ont vu avec leurs parents, que des gens qui découvrent complètement cette double activité. Et là encore, une des pistes, alors on a évoqué le portage salarial, ça peut être effectivement un des secteurs où on crée du lien. Une des pistes qui était utilisée par les indépendants pour faire face à cette difficulté, c'était d'essayer de rompre l'isolement de différentes façons, en se réunissant pour travailler ensemble tout en gardant un statut d'indépendant. Donc ça peut prendre des formes extrêmement différentes. Voilà, c'est une enquête un peu vieille, mais vous pouvez aussi la consulter gratuitement, je fais de la pub, mais plus sur des choses gratuites, donc ça reste déontologique. C'est le rapport de l'INSERM sur le stress chez les indépendants qui a été publié, je ne sais plus en quelle année, c'est assez ancien, ça doit être 2007 je crois.
mais il est encore consultable sur le site. Il y a la version très, très grosse et la petite version courte. Les deux sont téléchargeables sur Internet si vous voulez aller un petit peu quoi. Bon, malheureusement, c'est une enquête qui date un petit peu. Et j'ai jamais fait d'études spécifiques qui permettraient de faire le lien entre ces deux observations que je vous ai évoquées là, très rapidement. Merci. Une petite dernière, et puis après, on passera de l'autre côté du mur. Ou pas. Et on pourra discuter, si vous voulez poser des questions après aussi autour d'un verre, ce sera avec plaisir. Bon, je vous invite donc encore une fois, merci beaucoup Marc Deloriol. Je vous invite donc maintenant à passer éventuellement de l'autre côté pour un petit cocktail qui a été organisé.